clique sur Alors, continuer. bonjour, bienvenue pour ce second temps, cet après-midi autour de la Grèce, avec cette rencontre que nous avons intitulée « Regards croisés sur la déportation des Juifs romagnotes » de Ioannina. C'est un rendez-vous que nous avons imaginé en lien avec les représentations d'une pièce de théâtre au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers. C'était un samedi. Évidemment, la conjoncture sanitaire et les dispositions qui sont liées ne permettent pas les représentations. Elles étaient prévues la semaine dernière, elles avaient été prévues à partir du 15, et là, elles sont reportées, enfin reprogrammées au mois de mars. Donc, nous avons les dates. Ce sera, Irène Bono en reparlera tout à l'heure, du 23 au 27 mars. Voilà, je vous invite donc à aller voir la pièce. C'était un samedi, mais on honore le rendez-vous aujourd'hui autour de ce projet. En présence des invités que je remercie chaleureusement de prendre part via Zoom à ce rendez-vous. Sous la présidence de Michel Volkovitch, donc écrivain, traducteur notamment d'une des sources de ce projet théâtral dont on parlera dans quelques minutes. À vos côtés, Michel, nous avons convié donc Georges Dretas, vous êtes chercheur au CNRS, anthropologue et linguiste. Irène Bono, vous êtes dramaturge, metteur en scène, auteur, et vous êtes évidemment la metteur en scène et l'auteur de ce projet. C'était un samedi, avec Fotini Banou, qui également, vous êtes également comédienne, chanteuse, musicienne, fondatrice et co-directrice artistique du Quête, qui est l'espace indépendant de création dans le quartier de Kypseli à Athènes. Voilà, vous êtes à Paris, puisque les représentations étaient prévues. Bienvenue à tous les trois. On va évoquer cette rencontre en plusieurs temps. D'abord, je remercie à nouveau vraiment très chaleureusement Georges Dretas, qui est un des rares spécialistes en France justement de cette communauté des Romagnotes, et on a très peu évoqué, en tout cas au sein de notre institution, et assez peu en France, l'histoire de cette communauté. Donc merci Georges Dretas de nous en dire plus dans quelques instants. Et puis ensuite, on évoquera donc le projet. C'était un samedi, qui est un projet hybride en deux temps. Un premier temps construit à partir de sources littéraires avec les œuvres majeures de Dimitri Satis et les textes aussi de Joseph Elia, et puis un second temps qui a été travaillé à partir de sources, de documents historiques, de témoignages sur juste la partie qui concerne la Shoah et la déportation des Juifs romagnotes. Voilà. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à notre président de séance, Michel Volkovitch. Merci. Et je vous retrouve après les entretiens pour vous proposer de poser vos questions. C'est donc par le biais de Zoom possible, à la fois directement avec la fonction lever la main, ou bien par écrit, et je vous donnerai ma voix pour lire vos questions. Voilà, merci beaucoup, et nous pouvons donc commencer. Merci. Kalispera. Bonsoir, amis invisibles. Vous ne connaissez peut-être pas tous la communauté romagnote dont nous allons parler en détail ce soir. Et donc, avant toute chose, je crois qu'il faut demander au spécialiste qu'est Georges Dretas ce que sont les Romagnotes. Oui, alors je vais essayer d'être le plus bref possible. C'est toujours des promesses, enfin, promesses de grec, si l'on peut dire. Donc, les romagnotes, c'est un terme commode qu'on utilise, disons, aussi bien en français qu'en anglais,
pour désigner toute une continuité importante du point de vue chronologique de grécophones qui pratiquant des formes historiques de la religion mosaïque, c'est-à-dire du judaïsme. C'est important. Alors, ça remonte à l'Antiquité, attestée dès l'Antiquité même classique, dans certaines zones. Et là, alors bon, il y a des ouvrages, hein, il y a une masse d'ouvrages, beaucoup de détails intéressants. Et ensuite, évidemment, on a des attestations, si vous voulez, des objets, un corpus quand même très considérable qui est, on l'oublie un petit peu pour des raisons bien connues, qui est la Bible grecque, c'est-à-dire dite des Septante, hein, à cause d'un mythe, enfin la lettre d'Aristée. Donc les Septante, qui est un ensemble textuel important, qui est écrit en grec par des Grecs, par des grécophones de l'époque, hein, et pour des grécophones, pour des Grecs. Ensuite, on sait que c'est passé aux chrétiens. Enfin bref, il y a toute une histoire, ça je ne vais pas la détailler. Alors on trouve la question, si vous voulez, textologique, érudite, etc., est suivie par exemple en Angleterre par des collègues tout à fait actifs et dynamiques. Est-ce que je peux présenter ça se voit pas très bien, le Bulletin of Judeo-Greek Studies, qui est reculer un tout petit peu, voilà. régulièrement, depuis plusieurs années, à Cambridge, avec toute une série de collègues, en particulier Nicolas Delange, qui venait, enfin je ne sais pas maintenant où il en est, on est tous un peu à la retraite, qui venait régulièrement à Paris dans divers séminaires, en particulier celui de Francis Schmitt, etc. Nicolas Delange ayant publié, entre autres, des textes judéo-grecs, c'est-à-dire des textes grecs écrits en caractère hébréo-araméen, enfin en fait on dit hébraïque, mais c'est hébréo-araméen, au Moyen-Âge, n'est-ce pas, et trouvés dans la fameuse Guénisa du Caire. Alors ensuite, on a l'étiquette est donnée à divers sidourim qui se trouvent alors sous forme de microfilms à la bibliothèque à Jérusalem, à l'université de Jérusalem. Ensuite, on a une œuvre alors tout à fait importante qui est au moment où vont s'installer les séfarades dans les communautés des Balkans et des autres régions de l'Empire ottoman au XVIe siècle. Donc, c'est la politique qu'on appelait la politique du Surgun, qui était vraiment très bien organisée. On installe à côté de là où il y avait des communautés romagnotes, on installe donc les séfarades qui étaient par la suite les groupes dominants dans l'espace balkanique et grec, si vous voulez. Et à ce moment-là, on a un Marxor pour lequel malheureusement il n'y a pas d'édition nouvelle. Il se trouve, l'origine zénale se trouve à New York, difficile d'accès. Et c'est le Marxor Romagna. Et Romagna désigne donc dans cet espace, n'est-ce pas, le nom byzantin et ensuite post-byzantin, la façon dont les Grecs grécophones, chrétiens ou pas, hein, s'auto-désignaient. Romios, Roméos, etc. Dans la plupart c'est donc cette grécité essentiellement linguistique, hein, qui est bon, là, en l'occurrence, il s'agit de religion, un Marxor. Il a été étudié il y a déjà pas mal de temps dans un long article de Baruch Goldstein dans la revue Sefunot. Ça s'appelle le Marxor Romania Uminagot, c'est-à-dire le Marxor Romania, donc grec, et son rite, minhag, rite, coutume, etc. Et donc, il s'agit par la suite de quelque chose qui, je voudrais le signaler, et donc c'est lié au projet. C'est un espace maintenant résiduel
à cause de d'une histoire récente qui commence au début du XXe siècle et qui s'est continuée jusqu'à l'Holocauste, holocausto, comme on dit en grec. Et c'est évidemment quelque chose qui se trouve donc, qui concerne quelques communautés dont certaines ont été exterminées. C'est le cas de Yanena. Il y en a une autre, c'est Khalkida, qui a eu la chance, enfin, l'histoire de Khalkida est moins tragique que l'histoire de Yanena. Donc, je me limiterai à évoquer Yanena. Donc, ces Romagnotes, c'est tout simplement des juifs, hein, des Hébraïs, comme on dit en grec, hein, on ne dit pas juifs, hein, Hébraïs, et ils sont donc, Yanena était constitué en épire, il y avait trois communautés. Donc, Yanena a été une capitale de vilayet, hein, jusqu'en 1913, jusqu'à son insertion dans le royaume de Grèce de l'époque, et qui était liée à deux autres communautés, celle de Arta, donc, en Épire du Sud, et de Preveza, donc au bord de la mer. Au nord, il y avait une petite communauté satellite, celle d'Albanie, donc à Gjirokastër et à Vlona. Voilà, en gros. Alors, cet espace, et ben donc, la langue, c'est la langue vernaculaire, c'est du grec, et évidemment, les formes liturgiques sont de l'hébreu et de l'araméen pour les textes qui sont en araméen. Je voudrais dire à cet égard que ce qui était intéressant dans l'effort, enfin d'essayer de comprendre où se marque la différence au sein de quelque chose qui est le judaïsme et qui est important en Grèce, puisque ni dans l'Empire ottoman, qui vivait avec le système des midlets, ni dans le royaume de Grèce et la République, qui est un pays qui n'est pas laïque, comment se situent les différences qui sont évidemment après la guerre dans ce cadre résiduel et qui est marqué par la difficulté pour la continuation communautaire du marché matrimonial. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si vous voulez, quand vous êtes juif, par exemple, même à Khalkida aujourd'hui, à la fortiori à Yanena, pour les jeunes hommes, pour les jeunes femmes, si vous voulez faire une famille juive, il va falloir que vous partiez. Vous ne pouvez pas rester sur place à cause de la démographie. Et évidemment, cet état démographique est en grande partie, la conséquence de l'extermination. Alors, nous avons travaillé dans ce domaine avec ma collègue et amie Marie-Elisabeth Handman, en se disant, bon, il fallait se partager un peu le travail anthropologique. Moi, je m'intéressais aussi aux questions linguistiques. Je devais m'occuper des hommes parce qu'il y a des questions rituelles, si vous voulez, où les femmes n'ont pas accès. Et Marie-Elisabeth s'occupait des femmes pour là des questions aussi qu'un homme ne peut pas poser. Hein, d'accord ? Donc, on s'est, mais on a fait du terrain ensemble à Yanena, en Israël, à Khalkida, et on a amené avec nous parfois notre musicologue, hein, très doué, enfin tout à fait important, qui est Simcha Arom. On a fait des enregistrements, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Alors, pour Yanena, donc j'ai rencontré une partie des personnes que vous avez rencontrées, Madame Irène Bono et Fotini Banou. Donc, ça m'a rappelé des choses. Hein, votre texte, qui est très bien fait. Hein, le texte, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire et je regrette de ne pas voir la théâtralisation, hein, de ce que vous proposez. C'est évidemment très important. Alors, ce que je voudrais dire comme référence là, rapide, parce qu'il y a plusieurs textes donc intéressants, et il y a des textes de Marie-Elisabeth, il y a les textes que j'ai faits, il y a des textes de Bracha Rivlin, ma collègue et amie
Yad Vashem, qui m'avait aidé en Israël à trouver des informateurs et informatrices. Il y a un texte d'Itzhak Kerem qui avait travaillé avec Bracha Rivlin. Alors, tout ça s'est paru dans un numéro. Alors, je le mets comme ça. Est-ce que vous le voyez? Oui, je vais me cacher. Je me cache derrière. Voilà. Vous le voyez? C'est donc ce numéro de Mesogeios de 2003, paru en été 2003. C'est le numéro 20-21 2003 de cette revue où il y a une série d'articles, ces articles contenant des bibliographies. Et enfin, pour voir la présentation de cet espace, je vais montrer, alors là c'est plus difficile, quelque chose de tout à fait remarquable qui a été dirigé donc par Bracha Rivlin, où il y a eu d'autres participants, qui est, alors en ivrite, en hébreu, il y a un petit résumé en anglais. C'est, alors là, c'est plus difficile, je m'éloigne, voilà. C'est le Pinkas à Kehilot Yavan, hein, le tableau des communautés, la Grèce, et c'est publié donc en Israël en 1998. C'est quelque chose qui contient les données démographiques essentielles de base. C'est très bien fait, mais il faut pouvoir le lire, évidemment, faut le lire. Il y a toutes les communautés présentes et passées, c'est-à-dire les endroits où il y a eu des communautés qui ont changé de place. Il y a eu des mouvements de population dus à l'histoire, enfin bon, bref. Alors, dans les particularités qui, moi, m'ont particulièrement intéressé et qui étaient importantes, c'était l'existence donc d'une adaptation des livres rituels des Sidurim, c'est-à-dire des livres de prière, et de Martzor qui guide les textes des grandes fêtes, Rosh Hashanah, donc, enfin, le Nouvel An et Kippour, hein, et les autres, de livres qui sont faits par des séfarades. Et deuxièmement, par contre, alors des détails, des variétés, dont la prononciation liturgique. Alors ça, c'était une découverte. Alors je vais me limiter à celles parce qu'elles sont, bon, il n'y a pas grande différence entre Yan et Na. Il y a une petite différence entre Yan et Na et Chalkida, par exemple. La prononciation liturgique est tout à fait originale. Elle a été signalée dans l'Encyclopédia Judaica de 1971, dans l'article de Shlomo Morag. Et par la suite, alors j'avais présenté pour la première fois cette prononciation que j'avais enregistrée, enfin j'avais enregistré des textes en 95 à Milan. Et là, il y avait Shlomo Morag, le professeur Morag, qui depuis est décédé depuis. Et là, ça l'intéressait beaucoup parce qu'il avait signalé cette prononciation. Georges, excusez-moi, mais il faut Oui, aussi que nous parlions de la pièce. oui, J'aimerais revenir à vous ensuite D'accord. concernant. Donc, voilà, j'avais cette prononciation, enfin bon, si, qui est quelque chose d'important dans ce qui reste, si vous voulez, de caractéristiques de longue durée dans une communauté tant qu'il y a encore des acteurs rituels possibles. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment parce que si je rentre dans le détail, ce sera trop long. Voilà. Okay. Donc, le point de départ de cette pièce, c'est une nouvelle de Dimitris Khadzis que j'ai traduite, et voilà pourquoi je suis avec vous ce soir. Donc, Khadzis est né à Yanina en 1913, il est mort en 81. C'est l'un des grands écrivains grecs de sa génération, incontestablement, et il est connu surtout pour son chef-d'œuvre, La fin de notre petite ville, publié en 63, et La petite ville, c'est sa ville natale. C'est un recueil de 7 nouvelles, mettons nouvelles entre guillemets, qui racontent de façon chronologique
l'histoire de sa ville natale au cours du siècle passé, enfin, jusqu'à la libération, disons. C'est présenté comme des nouvelles officiellement, c'est de la fiction, mais une fiction qui est au bord de la chronique. Il faudrait parler plutôt de récit. Et en particulier, la nouvelle qui nous intéresse est apparemment très proche des événements. C'est un grand livre de toute façon, pour toutes sortes de raisons, en particulier pour l'empathie, la sympathie, l'amour que Khadzis porte à ses personnages. C'est dû aussi à sa finesse, la beauté de l'écriture, bien sûr, sa finesse, son ironie, qui est quelquefois mordante, mais qui est le plus souvent pleine de tendresse, en particulier dans celle-ci. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la troisième nouvelle, intitulée Sabetha et Kabylis, et qui est consacrée donc aux Juifs de Yannenna entre les deux guerres. Alors, est-elle conforme à la réalité historique? Les spécialistes le diront, je suis impatient de l'entendre. Je dirais apparemment oui, parce qu'on a un tableau très précis, très fouillé d'une communauté qui est décrite avec vraiment, dirait-on, l'œil aigu d'un ethnologue. Nous découvrons les activités de ces Juifs, leur pauvreté, les quelques rares notables, leur soumission générale à la tradition, puis, au cours de ces années-là, l'apparition d'un nouveau courant, disons moderniste. Et le sujet de la nouvelle, c'est le conflit entre la tradition, représentée par Sabetha et Kabylis, et le modernisme représenté par Yosef Elia. Donc, ce conflit s'incarne dans deux personnages qui ont réellement existé. Donc, Sabetha et Kabylis, marchand prospère, éminence grise de la communauté. Il n'a pas de titre officiel vraiment, mais c'est lui le gardien de l'orthodoxie. Et de l'autre côté, Yosef Elia, qui est professeur, poète, talmudiste, nous dit Khadzis, qui est beaucoup plus jeune. Il y a une génération entre eux. Et ce conflit est en même temps un conflit de générations. Mais ce qui le rend bouleversant, c'est qu'il y a entre ces deux hommes que tout oppose une relation filiale profonde. Kabylis a pratiquement élevé Elia, qui est pour lui comme un fils. D'où son déchirement, puisqu'il est obligé, pour des raisons morales, de chasser son fils spirituel de la ville. Et il ira mourir peu de temps plus tard, car il a très peu vécu. Et plus tard, Kabylis va causer la perte de sa communauté en l'empêchant de fuir lorsque les Allemands s'apprêtent à arrêter tout le monde et emporter tout le monde. Khadzis lui-même était un homme de gauche, pour simplifier, disons un eurocommuniste, un communisme sans sectarisme, et il est nettement du côté d'Elia. Mais ce qui est merveilleux dans cette nouvelle, c'est que son portrait de Kabylis, inoubliable, est admirablement nuancé, et je voudrais le citer. Donc, le livre, le voici. Donc, il est aux éditions de l'Aube, mais épuisé. L'Aube l'a abandonné. Et à la fin de sa nouvelle, Khadzis nous dit « J'ai voulu parler de notre Kabylis, dont je ne sais toujours pas à l'âge que j'ai ce que j'aime ou déteste dans sa foi. J'en ai parlé comme j'ai pu. » Je voudrais maintenant demander à Georges Dretas si ce portrait de Khadzis est fiable historiquement.
Oui, bon, là, je suis un petit peu gêné de parler de Kabilis, parce que pour moi, et avec les gens que j'ai pu rencontrer, dont Esther Cohen, par exemple, dont son mari Samuel Cohen, qui était Hazan, etc., c'est quand même un cas type. Et c'est du reste ce qui m'intéresse, ce qui me plaît dans le texte, dans le projet que vous avez. C'est un cas type qui est généralisable à beaucoup d'autres communautés, pas forcément romagnotes, c'est-à-dire il a une responsabilité écrasante avec d'autres. Hein. Il est pas, on n'est jamais tout seul dans ces cas-là, dans certains aspects de l'extermination. Elle aurait eu lieu avec les Allemands, on ne plaisante pas, on voit encore aujourd'hui que ce n'est pas des plaisantins dans des tas de domaines. Malheureusement, enfin, il est. Alors, le positionnement de Khadzis, enfin, je ne vais pas le commenter dans long. Pour nous, enfin, pour les gens de ma génération, enfin, quand à l'époque, juste avant et pendant la dictature, c'était un écrivain communiste au sens, pas forcément enfin, avec la carte du parti, mais dans la mouvance de ces intellectuels grecs, que ce soit des acteurs comme Horn, des gens de théâtre, ou des écrivains ou des poètes comme Ritz, etc., et d'autres. C'était des gens qui étaient dans une certaine dans, 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 dans un certain camp. Et alors, c'est vrai que, je pense que la description, elle est juste, et même si c'est sûr que il y a ce que représente l'opposition, la relation entre Kabilis et Elia, elle est typique de ce qui va se passer dans les années 30 dans les endroits où il y a des communautés juives, à savoir le rôle de notables qui représentent une bourgeoisie embryonnaire. Hein, c'est quelque chose d'embryonnaire. Et puis, la constitution d'une intelligentsia qui se forme avec le Parti communiste de Grèce qui est fondé en 1918 en s'appelant Parti socialiste au départ, Parti socialiste, et qui va continuer dans une période extrêmement, enfin vous la connaissez l'histoire de la Grèce, extrêmement troublée jusqu'à la guerre, c'est-à-dire avec des dictatures militaires, enfin c'est extrêmement difficile. Et dans ce contexte-là, il y a une relation entre ce qui se passe dans une communauté juive donnée, séfarade ou Ayan et Romagnat ou après, etc., sans parler de Corfou ou d'autres, et le contexte global, c'est-à-dire la relation avec une société qui est une société en mouvement et surtout qui est toujours au bord de la guerre civile, qui finira par arriver. Donc, on a quelque chose qui pose. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que pose la figure et ce à quoi m'a fait penser la lecture du texte d'Irène Bono et de Fouettini Ban, c'est d'une part la question de la solidarité absolument fondamentale parce qu'elle est mise en avant dans les textes du Parti communiste de Grèce qui commence sa vie et qui aura beaucoup de conflits internes aussi. Hein, c'est une histoire compliquée. Donc, c'est la question de la solidarité. À l'intérieur d'une communauté donnée, théoriquement, tout le monde est juif, d'accord. Mais il y a ceux justement qui sont des progressistes, qui représentent quelque chose qui va du côté des prolétaires ou de groupes de pauvres, très, très, très pauvres, et de l'autre côté, un contexte global, la solidarité, disons, nationale, d'intégration nationale.
Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Dans les textes du Parti communiste de Grèce de l'époque, hein, des années 20 et jusqu'à 40, enfin jusqu'à la guerre, il est souligné la nécessité justement d'une solidarité qui est entendue au sens, je dirais pas léniniste du terme, mais presque quasi-léniniste, c'est-à-dire c'est la solidarité qu'on a dans la célèbre, le début du chant allemand, Vorwärts und nie vergessen die Solidarität, etc. On fait en avant et n'oublions jamais la solidarité. C'est une solidarité qui transcende les clivages initiaux qui sont des clivages ethniques, des clivages ethnico-religieux en Grèce ou dans les Balkans. C'est partout pareil dans les Balkans, c'est bon. Et donc, il y a ce jeu de la difficulté ou de l'échec de telle ou telle solidarité. Là, le clivage à Yann-Ena, qui est très bien marqué, c'est que, bon, Kabylie a empêché des jeunes, enfin j'en ai connu des jeunes qui se sont sauvés parce qu'ils sont partis chez les partisans, qui les avaient mis en garde. Donc il y avait le mouvement de Léa Mélas, des groupes armés de partisans dans les montagnes, c'est une région montagneuse, c'était pas très loin du centre-ville, et il a empêché qu'une partie de la communauté, peut-être pas sa totalité, soit sauvée. Les quelques survivants, en général, sont des gens, soit des femmes qui étaient des petites filles, enfin, qui sont revenues d'Auschwitz vivantes, c'est très rare, soit des garçons qui sont partis chez les partisans, enfin, voilà, qui n'ont pas obéi. Mais la responsabilité de Campbell, alors, évidemment, j'ai du mal à le trouver sympathique. Je suis désolé, mais enfin bon, j'ai du mal à être un petit peu. Bon, moi, je suis de parti pris, je l'avoue. Enfin, Oui. bon. Mais Hadzi, ça n'en a que plus de mérite. Ah, tout à fait. Non, non, mais on l'admirait beaucoup. Non, pour nous, Voilà, oui, pour ma génération, enfin, c'est oui. de ces gens qui, oui, c'était des consolateurs dans les années noires de la vie. Oui, enfin, vous connaissez la Grèce. Voilà, oui. Merci, Georges. Je voudrais maintenant me tourner vers Irène Bonneau et Fotini Banou, qui vont nous parler de la pièce. Je voudrais que Irène se présente d'abord et puis qu'elle nous raconte comment la pièce s'est faite, parce que d'après ce que vous m'avez dit, elle a évolué en cours de route. Oui, bien sûr. Je suis metteuse en scène de théâtre, moi, et aussi traductrice pour la scène, souvent. Cette fois-ci, c'est la première fois que j'ai écrit une partie du texte moi-même, mais pour la deuxième partie du spectacle, qui est en vérité un puzzle de témoignages. C'est une sorte de polyphonie des témoins de la déportation à Ioannina. En fait, on a beaucoup, je crois avec Fotini, on a beaucoup d'admiration pour l'écriture de Radzis, donc, parce que c'est une écriture qui est, oui, il était communiste si on veut, mais alors c'était un communiste qui ne ressemblait pas du tout, en tout cas aux directives staliniennes sur la littérature et aux directives danoviennes. C'était une sorte de communiste dépressif ou de communiste mélancolique. Son livre, je trouve, a des affinités avec les grands écrivains comme Joseph Roth ou Stefan Zweig, qui décrivent, par exemple, la disparition de l'Empire austro-hongrois. C'est-à-dire que Radzis parle de la Yanina de son enfance comme un monde disparu, un monde englouti. Il y a une très grande mélancolie dans le livre. Et les 7 nouvelles qui composent le livre, en général, mettent en scène des personnages qui font tout pour faire bien et qui aboutissent à des catastrophes. Et il s'intéresse comme ça à des personnages éminemment ambigus, éminemment tragiques. Et un de ces personnages, c'est Sabetaï Kabilis, qui a réellement existé. Après, évidemment, ça nous a beaucoup intéressé de travailler sur ce matériau-là pour la première partie du spectacle.
Mais très vite, on s'est dit qu'on allait couper l'épilogue de la nouvelle où Radice mentionne la déportation de 1944 de façon très lapidaire et brutale, hein, mais je pense que c'est l'effet qu'il veut chercher. Et on s'est dit qu'on allait remplacer l'épilogue par une partie beaucoup plus documentaire, en donnant la voix aux témoins et en donnant la voix aux survivants de la communauté juive eux-mêmes, en conservant leurs propres mots. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé sur le texte, finalement, Radis est devenu un prologue à la deuxième partie, on peut dire. C'est-à-dire que cette partie qui raconte la déportation a pris de plus en plus d'ampleur parce que ça nous a vraiment passionnés, en fait. On a découvert beaucoup de choses. Ça a été très fort pour nous aussi. Fautini le racontera, de rencontrer quelqu'un comme Esther Cohen qui vient de mourir et qui était la dernière survivante de la déportation à vivre à Yannena. Et puis tous les livres qu'on a lus, ça a été, je crois, très fort. Alors pour les gens qui ne se rendent pas bien compte, cette affaire, peut-être qu'il faut redire 2 ou 3 choses. En fait, quand l'armée allemande est arrivée en Grèce en 1941, voilà Esther Cohen dont je vous parlais, donc qui est décédée il y a quelques jours à peine et qu'on a rencontré l'année dernière en préparant le spectacle. Fautini, peut-être tu peux en parler tout de suite. Oui, je vois l'image là. Et alors, on était chez elle à la maison à Yannena, Irène, moi, une collaboratrice. Et Stella a commencé tout de suite à nous raconter son histoire, en fait, l'histoire de la déportation de sa famille entière, et avec des détails. C'était, je crois, l'expérience la plus forte dans ma vie. Et aussi l'histoire de sa famille après la déportation, une histoire aussi assez tragique. Et l'histoire de rentrer à Yannena, Stella avec sa sœur, par exemple, ils ont trouvé leur maison de la famille et là, il y avait quelqu'un d'autre qui habitait, il n'était pas du tout poli avec elle. Beaucoup d'histoires de la rentrée. Et pour moi, la rencontre avec Stella qui habitait dans un immeuble de la communauté juive à Yannena qui a été construit pour les survivants qui n'avaient pas plus leur maison. Et pour moi, là, je vois aussi pourquoi est-ce qu'on ne parle pas beaucoup pour les juifs grecs là au quotidien aujourd'hui en Grèce, parce que en fait, il y a aussi la question des maisons et des magasins des juifs qui ont été appropriés. C'est toute une histoire d'une minorité, de la minorité, les Romagnotes, moi comme une minorité de la minorité en Grèce. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour Stella? Oui, alors peut-être je vais reprendre. Je voulais juste donner 2-3 indications pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'histoire grecque pendant l'occupation. Quand l'armée allemande est arrivée en Grèce en 1941, en fait, il y a eu 3 zones d'occupation différentes. Il y a eu la zone d'occupation bulgare, parce que la Bulgarie avait l'intention depuis longtemps d'annexer des territoires qui sont au nord-est de la Grèce, la Thrace en particulier. Il y avait, la plus grande partie du pays était occupée par l'armée italienne, donc il y avait une zone d'occupation italienne. Et les Allemands avaient gardé pour eux les 2 endroits les plus stratégiques qui étaient les grands ports sur la mer Égée, le port de Thessalonique et le port du Pirée. Et malheureusement, Thessalonique était aussi la plus grande communauté juive des Balkans. Vous savez, une communauté séfarade. C'était même, jusqu'à la Première Guerre mondiale, sûrement la seule ville européenne où la communauté juive était majoritaire. C'est-à-dire que, par exemple, le port, les dockers de Salonique arrêtaient complètement le travail le samedi
le jour férié, c'était le samedi à Thessalonique, jusqu'en 1913. Elle était même du coup surnommée en Grèce la ville du Shabbat. Et c'est l'armée allemande qui s'est installée à Thessalonique. Et donc, les déportations ont commencé au printemps 1943. D'abord, les autorités bulgares, qui étaient des alliés de l'Allemagne nazie, ont organisé la déportation de tous les juifs grecs de la Thrace, de la zone d'occupation bulgare, vers Treblinka. Je le mentionne parce que c'est une histoire qui est très, très peu connue. Ça a encore fait des vagues un peu ces dernières années parce que l'État bulgare se sert un peu du fait que et c'est vrai, à vrai dire, que des politiciens bulgares se sont élevés pour empêcher la déportation des Juifs bulgares. Ils se servent un peu de ça comme une sorte de réclame aujourd'hui pour la Bulgarie. Mais le même État bulgare, à l'époque, a déporté massivement les communautés juives grecques et les communautés juives aussi de l'actuelle Macédoine du Nord, de l'ex-Yougoslavie. Et ils sont passés en bateau par le Danube jusqu'à Vienne, et ensuite on les a mis dans des trains pour Treblinka. Et bien sûr, à Treblinka, qui était un pur camp où il n'y avait pas de camp de travail, c'était un pur camp avec une chambre à gaz. Ils ont été tous assassinés le jour même. Donc aujourd'hui, il n'y a plus un seul juif dans ces régions-là de la Grèce. Ça a été une destruction à 100%. Dans la zone d'occupation bulgare. Immédiatement après, donc toujours au printemps 43, a démarré la grande déportation de Thessalonique, donc une communauté essentiellement séfarade. Je crois qu'il y a eu 19 convois qui sont partis pour Auschwitz-Birkenau à ce moment-là. Et c'est pour ça que la question d'Yanina a agité les esprits aussi après la guerre. C'est que pendant ce temps-là, dans la zone d'occupation italienne, il ne se passait rien pour les Juifs. Les autorités italiennes avaient décidé de faire la sourde oreille aux Allemands qui leur disaient qu'il fallait qu'ils s'occupent de ça. Même les lois raciales de Mussolini n'étaient pas appliquées dans la zone d'occupation italienne en Grèce. Et ça a pu donner l'impression aux Juifs romagnotes de Ioannina ou de l'île de Bé, par exemple, que peut-être il ne leur arriverait rien. Et en fait, c'est la chute de Mussolini en 1943 et l'armistice signé par les Alliés qui a fait que les Allemands ont occupé tout d'un coup toute la zone d'occupation italienne. Et dès que les Allemands ont occupé eux-mêmes la plus grande partie de la Grèce, immédiatement, ils se sont mis à essayer d'obtenir les listes des communautés juives. Et donc, ils se sont adressés, et je reviens à la question Sabetaï Kabilis, ils se sont adressés aux notables des communautés, parfois aux chefs de la communauté, aux rabbins, et ils ont exigé les listes avec les adresses de toutes les communautés juives de l'ancienne zone d'occupation italienne. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu des phénomènes extrêmement contrastés. C'est-à-dire qu'il y a eu des villes où les chefs de la communauté ont refusé de donner les listes aux Allemands et ont décidé de prendre le maquis. Et en fait, on fait la liaison avec la résistance de gauche grecque, avec la résistance communiste. Il y avait le Front de libération nationale, qui était une organisation de gauche où il n'y avait pas que des communistes, mais qui était quand même sous la direction hégémonique du Parti communiste grec. Il y avait l'ELAS, l'Armée de libération nationale, de la même façon. Et par exemple, le grand rabbin d'Athènes, Barzilai, le rabbin Barzilai, a décidé de brûler les archives et de disparaître. Et en fait, il a été exfiltré par la résistance communiste et caché. Après, il avait dit à la communauté de se cacher immédiatement, de pas du tout rester là. De la même façon, le rabbin de Volos, Moïse Pessac, de la même façon, a pris le maquis
et est arrivé à convaincre la communauté de Volos de faire confiance dans la résistance et de s'éparpiller dans les villages du Pilion où les Allemands n'osaient pas aller. Et c'est pour ça que Yamena est évidemment une expérience problématique, parce que ça ne s'est pas passé à Yamena, justement. Et c'est ça qui est tragique, c'est-à-dire que, et là, et c'est là que Sabetaï Kabilis a une responsabilité, c'est que il a au contraire pensé qu'en obéissant aux Allemands, en obéissant aux ordres, en leur transférant aussi tout l'argent et tout le maximum de biens possibles qui appartenaient à la communauté juive, ils allaient arriver à s'en tirer. Et donc, Radis a raison de raconter cette histoire-là, bien entendu. Là où il n'a pas complètement raison, c'est qu'il pêche un peu par omission, parce que, bien sûr, il construit un objet littéraire. Donc, il ne va pas se mettre à faire l'histoire de toutes les communautés juives grecques. Donc, il ne raconte pas l'histoire de Barzilai à Athènes, il ne raconte pas l'histoire du rabbin de Volos, et il ne raconte même pas qu'à Yamena, en vérité, il y avait un conseil juif avec 5 membres, dont Sabetaï Kabilis n'était que le vice-président. Et les Allemands ont été quand même obligés d'arrêter les 4 autres membres du Conseil juif. C'est-à-dire que l'armée allemande a pensé qu'ils n'arriveraient pas à organiser la déportation s'ils n'arrêtaient pas préventivement les 4 autres membres du Conseil juif, le président et 3 autres membres, qui étaient considérés comme très proches de la résistance et qui auraient pu éventuellement donner comme consigne de partir dans les montagnes. On sait que le président de la communauté, le président réel, mais qui malheureusement avait moins d'influence que Sabetaï Kabilis, le docteur Moïse Kofinas, a pensé qu'après la chute de Mussolini, il a essayé de convaincre les gens de la communauté d'envoyer les jeunes au maquis en profitant des laissez-passer italiens qui étaient encore valables pour quelques semaines. Et il a été mis en minorité un peu à cause de Sabetaï Kabilis. Mais c'est pour dire qu'en fait, il y a eu des conflits forts à l'intérieur de la communauté sur la conduite à tenir. Et bien sûr, Radzis, qui lui s'intéresse aux personnages tragiques d'anti-héros, n'en parle pas du tout. Il se focalise uniquement sur Sabetaï Kabilis. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu nous en tenir uniquement à Sabetaï, on a voulu avoir une partie où on raconte toutes ces autres histoires. C'était très important pour nous. Peut-être on peut montrer juste 5 ou 6 livres qui nous ont servi pour la préparation du spectacle. Et il y a aussi les photos terribles du départ. Oui, on va les montrer. Alors, je voulais mentionner ce livre parce que c'est le premier livre qui a été publié immédiatement après la guerre par la communauté juive grecque à Salonique. C'est un livre qui raconte sur plusieurs centaines de pages comment s'est déroulée la déportation. Et je trouve que ce livre devrait être réédité en France parce que c'est un document exceptionnel. Alors bien sûr, il devrait être peut-être réédité avec des historiens qui mettraient des notes en bas de page pour rectifier tel ou tel chiffre ou telle date. C'est le livre de Michael Mollo et de Joseph Nehama donc, qui raconte comment se sont passées les déportations et la destruction de la communauté juive grecque. Ce qui est très émouvant pour nous, bien sûr, c'est que ce livre a été publié à Thessalonique dans les années immédiates d'après-guerre et qu'il a été publié à Thessalonique en français. C'est un livre de 600-700 pages en français, ce qui évidemment démontre l'impact incroyable de l'Alliance israélite universelle et de ses établissements en Grèce et dans les Balkans. En plus, c'est écrit dans un français, c'est quelque part entre Victor Hugo et Émile Zola. Enfin, c'est pas du tout. C'est un français très littéraire et très extraordinaire. Donc ça, c'est le travail pionnier, si on veut, qui a été fait par la communauté elle-même. Le livre suivant, voilà, The Jews of Yamena. Oui, d'accord, oui. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est un livre de Raed Alven, qui était une juive romagnote d'Épire,
mais dont les parents avaient émigré aux États-Unis dans les années 20. Et du coup, ils n'ont pas été déportés, bien sûr, mais Raed Alven est retournée à Yannena juste après la guerre en 1947. Et elle a parlé avec les gens que mentionnait Georges Dretas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a parlé essentiellement avec les jeunes qui avaient pris le maquis contre l'avis de Sabetaï Kabilis. Ces jeunes qui avaient survécu et qui avaient combattu avec la résistance grecque. Et des années plus tard, aux États-Unis, elle en a fait un livre, Les Juifs de Yannena, qui est toujours le meilleur livre qui existe aujourd'hui, qui ne parle pas que de la déportation, qui parle aussi des rituels et de la vie quotidienne, et aussi de la musique et des chants de la communauté romagnote de Yannena. Alors, je ne sais pas si on peut voir le livre suivant. Voilà. Alors, il est tout en grec. Et ensuite, la photo d'après, c'est l'édition allemande. En fait, Christoph Schmidt-Gustavus, il est très typique de cette génération allemande des années 70, qui a voulu un peu régler ses comptes avec la génération de leurs parents et de leurs grands-parents qui avaient participé à des crimes de guerre. Donc, c'est un historien allemand qui enseigne à l'université de Brême et qui a appris le grec très bien et qui, dans les années 70-80, a écrit 3 livres entièrement consacrés à l'occupation allemande en Épire. Et là aussi, on trouve des témoignages exceptionnels, bien sûr, des Grecs qui ont vécu cette période-là. Le livre suivant, c'est le même, c'est un peu la même idée. C'est aussi un historien allemand qui, petit garçon, a appris que son père, qui était dans l'armée allemande, était mort en Grèce. Et donc, toute sa vie, il s'est demandé pourquoi des gens avaient tué son papa pendant l'occupation allemande en Grèce. Et il s'est mis à faire des recherches. Et il s'est mis à faire une chose que personne en Allemagne encore n'avait fait. Il a fait la biographie d'une division de la Wehrmacht. Il a fait la biographie de la première division de montagne de la Wehrmacht, d'East Edelweiss, qui était supposée être une division d'élite. Et c'est cette division qui a occupé l'Épire à partir de 1943 et qui a occupé Yannena. Et cette division a été responsable de massacres. Alors en France, le village emblématique, c'est Oradour-sur-Glane. En Épire, il y en a eu des centaines de villages martyrs comme ça, qui ont été, où tous les civils, enfants, femmes, vieillards, etc., ont été massacrés par la division Edelweiss. La même division est responsable du massacre des prisonniers italiens à Cefalonie en 1943. Et c'est cette même division, c'est pour ça que j'en parle, qui est aussi responsable de la déportation de Yannena. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le cas qui nous occupe, c'est que en Grèce, et en particulier pour les déportations du printemps 44, dans l'ancienne zone d'occupation italienne, en fait, les envoyés d'Eichmann et la SS n'avaient pas la logistique pour parvenir à organiser la déportation. Yannena est une ville où il n'y a pas de chemin de fer, où il n'y a pas de gare, et les îles de la mer Ionienne, Corfou, ou les îles du Dodécanèse, c'est encore pire. Il faut avoir des bateaux, etc. Du coup, c'est l'armée régulière allemande, la Wehrmacht, qui a fourni les camions pour organiser la déportation de Yannena. C'est la police de la Wehrmacht qui a arrêté les 4 membres du Conseil juif pour parvenir à organiser la déportation. C'est la marine allemande qui a fourni des embarcations pour arriver à déporter les communautés juives de Corfou ou plus tard à l'été 44 du Dodécanèse. Et bien sûr, le livre de Hermann Frankmeyer, là, que vous voyez, quand il est paru en Allemagne, ça a été très important parce que ça a provoqué un débat très longtemps dans la société allemande. Il y avait eu la fiction qu'il y avait eu des méchants nazis et des méchants SS, mais que l'armée régulière allemande n'avait pas participé aux déportations. Évidemment, c'est faux.
Et c'est un des livres qui a alimenté cette grande exposition qui a fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelait Les crimes de la Wehrmacht. Voilà, donc ça, c'est encore un livre qui a été très important pour nous. Peut-être on peut voir plus rapidement les suivants parce que je veux pas Oui, parce qu'il nous monopoliser reste la parole. 7 Ça, minutes. Fotini, c'est un livre qui est aussi très important pour nous. Peut-être tu peux en parler à ma place. Et c'était des témoignages des survivants de Yannena et le témoignage d'Eftikhia Nachman qui était échappé avec sa famille à Athènes, heureusement. Alors, ils étaient sauvés. Et c'était son papa qui avait des informations parce qu'il travaillait dans le commerce. Et alors, il avait des informations plus bonnes que les autres pour Thessalonique, par exemple, et tout ça. Et il est échappé avec son famille à Athènes. Mais Eftikhie, elle est rentrée après la guerre à Yannena. Elle a pris beaucoup de témoignages des survivants à Yannena. C'est ça, ce livre-là. Et les photos, c'est les albums fameux. Et tu te souviens, Irène, comment il s'appelle, le créateur de l'album? Nissim Cohen, non, je crois. Non, j'ai peur de me tromper maintenant. Mais c'était un médecin de Yannena au début du XXe siècle qui était passionné de photographie et qui a fait des très belles photos qui ont été retrouvées récemment et qui ont été publiées en Grèce. Et c'est très étonnant parce que c'est un monde. Alors, c'était les rares familles riches juives de Yannena. La plus grande partie de la communauté était au contraire très très pauvre. Et c'est des photos qui donnent une impression un peu je sais pas, d'un monde un peu comme chez Proust, en fait. Il y a même des photos qui étaient prises pendant les vacances en France. C'est un beau livre. On n'a pas la couverture là, mais je crois que je l'ai mis dans la bibliographie qu'on pourra consulter sur le site du mémorial. Irène Fotini, le livre, la pièce nous entraîne aussi à l'intérieur des camps. Et je crois que là, dans les 5 minutes qui nous restent, il faudrait absolument en parler. D'autant que le titre, C'était un samedi, est à double sens, si j'ai bien compris. Alors, pendant le récit de Stella Cohen chez elle à la maison, elle avait 96 ans, il y a un an. Et alors, un instant, elle a presque fini son récit et elle a fait une pause. Et là, j'ai dit, oh, peut-être elle est très âgée, elle a oublié la suite, je ne sais pas, peut-être il faut finir, mais ce n'était pas la fin. Et elle a recommencé le récit en disant, ήταν η μέρα Shabbat, une vie entière. Et c'était un samedi. Alors, j'étais comme, oh. Et ça, c'était apparemment notre titre, parce qu'on avait après ça beaucoup d'idées pour un titre, mais Irène et moi et toute l'équipe, on se disait, oui, ça c'est le titre, c'est ça. Parce que les Allemands, c'était intéressant, ils ont choisi beaucoup de fois les jours de samedi pour faire des actions contre les Juifs. Alors, c'était aussi à Yannena, le jour de la déportation, c'était un samedi. Et c'était le 25 mars 1944, c'est-à-dire aussi le jour de la fête nationale grecque. Et Michel a raison. On a choisi ce titre aussi pour. Il y a une deuxième raison, c'est que la révolte du Sonderkommando de Birkenau, c'était aussi un samedi, le 7 octobre 1944. Et ça, c'est une découverte qu'on a faite de façon inattendue parce qu'on ne pensait pas. C'est que on a lu les témoignages sur la déportation de Yannena. Et on s'est rendu compte que cette histoire recoupait des épisodes très fameux de l'historiographie de la Shoah. On ne s'y attendait pas du tout. Par exemple, on s'est rendu compte que c'est les déportés de Yannena, quand ils étaient dans un camp de transit à Larissa,
qu'ils ont été en contact avec un officier de l'armée, un officier allemand qui était Kurt Waldheim. Et c'est des gens de Yannena qui l'ont reconnu en le voyant apparaître dans des journaux beaucoup plus tard, quand il faisait carrière politique en Autriche et avant qu'il devienne secrétaire général de l'ONU. Bon, alors ça, je savais que Kurt Waldheim, c'était lié au Balkan, mais je ne m'attendais pas à ce que ça croise tout d'un coup la route des Romagnotes de Yannena. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que quand on a suivi leur parcours, donc ils sont partis le 25 mars 1944 en camion, avec les camions de la division Edelweiss. Ils sont partis en camion pour le camp de transit de l'autre côté de la Grèce, à Larissa. Là, ils ont attendu que les Allemands rassemblent d'autres communautés juives qui venaient d'ailleurs, de Patras, d'Athènes, etc. Et donc, c'est un énorme convoi qui est ensuite parti en train de Larissa le 3 avril 1944 et qui est arrivé à Auschwitz-Birkenau le 11 avril 1944. Et c'était un convoi énorme, en fait, il y avait 4700 personnes à peu près. La plupart ont été envoyés aux chambres à gaz dès leur arrivée. Mais il y a deux ou trois... Alors, personne ne donne le même chiffre parmi les témoins, mais entre 150, 200, 250, 300 hommes grecs qui ont été affectés aux Sonderkommando des crématoires de Birkenau. Et ce que j'ai appris à cette occasion, c'est que les 4 fameuses photos qui ont été prises par des gens du Sonderkommando pour témoigner du processus d'extermination, des photos prises à la dérobée à l'entrée des crématoires, elles ont été prises par un grec qui faisait partie de ce convoi, Alberto Herrera. On a son portrait, peut-être on peut le montrer. Parce que, et ça a été très important aussi pour voilà, Alberto Herrera, qui faisait partie de la résistance grecque de l'armée de libération nationale à Larissa, et puis qui avait été arrêté, et qui donc a pris ces photos et ensuite a fait une tentative d'évasion individuelle qui n'a pas marché. Il a assommé un garde et il a essayé de sauter dans la rivière, dans la Sola, mais on lui a tiré dessus et finalement il a été torturé atrocement et tué. Mais tous les survivants grecs disent que leur statut a changé d'une certaine manière après l'évasion d'Alberto Herrera, parce qu'ils se sentaient très isolés en fait au camp. Ils ne comprenaient pas un mot d'yiddish, ils ne comprenaient pas un mot d'allemand, ils ne comprenaient pas un mot de polonais. Donc même leurs co-détenus ne les prenaient pas tellement, pensaient qu'ils étaient un peu idiots. Et tout d'un coup, après l'évasion d'Herrera, qui est arrivé à tuer un gardien avec sa pelle, tout d'un coup, les détenus grecs sont devenus des personnages. Et c'est là, à vrai dire, ils ont été partie prenante de façon très, très forte de la révolte d'octobre 1944, pour des raisons qu'on explique dans le spectacle. Et du coup, ça a été une partie du travail où tout d'un coup, on a parlé de gens qui venaient de toute la Grèce, pas forcément de Yannena, parce que là, tout le monde était mélangé. Mais ça a été une partie du travail, et peut-être je voudrais montrer quand même un dernier livre, parce que peut-être qu'il est anormal qu'il ne soit pas encore traduit en français, donc il faudrait le mentionner. C'est le livre qu'on voyait tout à l'heure, qui est en fait le travail de l'historien israélien Gideon Greif, qui a fait un travail de pionnier pour retrouver les rares survivants du Sonderkommando de Birkenau, ceux qui ont émigré après la guerre en Israël. Alors c'est le livre, voilà, c'est celui-là, Nous pleurions sans larmes. Pendant longtemps, les gens qui avaient été forcés de travailler dans le Sonderkommando n'osaient pas en parler, n'osaient pas le dire. Et du coup, Gideon Greif a eu du mal à les retrouver. Et ce livre, c'est une suite de 7 interviews, de 7 témoignages de survivants. Et sur ces 7 personnes, il y a 3 Grecs. Et c'est très passionnant comment il raconte ça. Et évidemment, ça a été très important pour nous, pour la toute dernière partie du spectacle.
Irène, merci. Ce serait idéal de pouvoir voir les terribles photos du départ des Juifs de Yanina. Est-ce que c'est possible? Donc, c'est les photos du 25 mars 1944 sur la place Mabili, au bord du lac de Yanina. Donc, on voit les camions de la division Edelweiss. Certains n'avaient même pas de bâche. Il faut savoir qu'il faisait très froid. Ils sont passés par les routes de montagne. À Metsovo, il y avait 1 mètre de neige sur la route. Et donc, ils ont mis 24 heures pour faire 156 km pour arriver jusqu'au camp de transit de Larissa. Alors, il faut jamais oublier que ces photos, elles ont été prises par l'armée allemande, par un soldat appelé Betzel, qui travaillait pour les services de propagande de l'armée allemande. Les historiens pensent qu'elles n'ont pas servi. On le comprend. Et il y avait des recherches aussi pour trouver les personnalités, les gens qui étaient dans les photos, et ils ont trouvé vraiment pas mal de gens. Et les familles ont trouvé leurs grands-parents ou leurs parents sur les photos. Combien de Juifs à Yanina actuellement? Là, aujourd'hui, à peu près 50, pas plus que 50. On était là à Yann il y a des mois et on a parlé avec des membres de la communauté, Allegra Mazza, John Calais Fejera, qui nous ont dit les histoires. Là, il y a très peu de gens. Et vraiment, là, la vie quotidienne, la vie moderne, les Juifs de Yann, il s'est marié avec des autres religions, et alors ça va un petit peu. C'est une histoire qui se perdre un petit peu. Oui. Merci à tous. Avant de passer la parole à ceux qui nous écoutent et nous voient et auront envie de poser des questions, j'aimerais donner moi aussi quelques titres de livres, alors qui ne concernent pas cette fois les Juifs de Yanina, mais enfin je ne pense pas qu'on soit vraiment hors sujet. Il y a d'abord de Yorgos Ioannou, donc écrivain de la fin du XXe siècle, qui a été témoin de la rafle des Juifs en 1943, je crois, et qui en a tiré un texte déchirant, Le lit, qui se trouve dans ce recueil, Le sarcophage, aux éditions du Miel des Anges. Et il y a aussi un livre bouleversant qui est de Nikos Kokantzis, Gioconda. Kokantzis avait 16 ans lorsqu'il est tombé amoureux de la jeune Gioconda qui était juive. C'était en 1942. Ils ont vécu 6 mois d'amour fou et Gioconda a été arrêtée et elle n'est jamais revenue d'Auschwitz. Et Kokantzis, qui n'était pas écrivain, a raconté cette histoire, arrivé à l'âge de 50 ans, parce que, dit-il, si je ne le faisais pas, Gioconda serait morte une seconde fois. Et peut-être qu'on pourrait écouter ensemble un poème de Ioannou sur ces Juifs de Thessalonique. Alors, il y a par exemple celui-ci, Par le train. Toute la nuit, ils ont chanté des psaumes. Ça y est, on va emmener les Juifs. À l'aube, ils vinrent nous embrasser, réveillèrent leur enfant, mirent des œufs à cuire. Ils partaient en voyage, disait-il, par le train. À l'étage, à présent, d'autres vont et viennent. Les mêmes portes se ferment pour ceux-là, ils dorment dans ces mêmes chambres. Et moi, je doute encore qu'ils soient partis. Vers le soir, je chantonne dans l'escalier.
nous pouvons peut-être maintenant tâcher de répondre aux questions. Pauline va réapparaître. Oui, alors c'était pas je ne sais pas si la personne souhaite parler directement. Il s'agit de Raïm Itsakis, je ne sais pas si je prononce correctement son nom. Il est Razan, un chantre romagnote. Est-ce que vous souhaitez directement vous exprimer? Je vois que il faut que vous allumiez votre Et micro. votre micro, s'il vous plaît. Vous vouliez justement raconter, parler de votre père. Allez-y. Vous m'écoutez? On vous entend, oui, on vous écoute. Ok, je m'appelle Raïm Itsakis. Vous pouvez me trouver à Internet. Je suis le dernier Razan romagnote dans le monde entier. Je suis invité pour faire des offices avec le rite romagnote. Je dois féliciter Irène parce que tout ce qu'elle a dit, c'était vrai. Je suis un spécialiste aussi de l'histoire juive des juifs de Grèce et surtout des juifs de Janina. Donc, mon père, il a été né en 1925. Le 15 septembre, il a été arrêté comme avec tout le reste des gens le 25 mars, samedi 25 mars à 4 h du matin 1944. Il a fait tous les camps. Bon, il a fait, à part Auschwitz, il a fait aussi Ebensee, il a fait aussi Gross-Rosen, etc., etc. Il a été sauvé parce qu'il chantait aussi avec deux autres ténors de Grèce. Il y a un qui était devenu très reconnu, c'était Estrongo Nechama de Salonique, qu'après la guerre, il a été tombé amoureux d'une fille rescapée en Allemagne et il est devenu le grand chantre, le grand Razan de Berlin, de la communauté juive de Berlin. Et l'autre, c'était un autre ténor de Corfou qui s'appelait Niso Matafias. Et tous les trois, donc, qui chantaient, ils avaient peut-être un meilleur traitement des Allemands. Ça n'a pas empêché, bien sûr, de faire tous les camps, d'être libérés le 8 mai 1945 à Ebensee par les Américains. Donc, il a perdu toute sa famille dans les camps. Il n'a trouvé personne. Il avait un frère, il avait une sœur. Et c'est dans la synagogue de Janina, où j'ai l'honneur d'aller depuis 20 ans pour Yom Kippour et pour Yom HaShoah. D'ailleurs, il y a aussi le IH, International, comment ça s'appelle, International Holocaust Remembrance Alliance, qui a fait des événements. Et donc, j'avais toute la part religieuse, organisé la part religieuse. Donc, dans la synagogue de Janina, il y a des plaques en marbre avec tous les noms des gens qui ont été déportés à Auschwitz, 1863 personnes. Il y a eu 115 qui sont revenus. Un de ces 115, c'était mon père. Il y a aussi 75 personnes qui ont été sauvées parce qu'ils n'ont pas été déportés. Ils ont été sauvés par les maquis, par les résistants dans les montagnes. Malheureusement, actuellement à Janina, il y a moins que 40 personnes. J'ai été il n'y a pas longtemps, il y a 10 jours, pour l'enterrement de Madame Stella Cohen, qui était dans le même train, dans le même wagon que mon père. Et actuellement, à Janina, donc, il y a très très peu de... Comme il s'agit dans toutes les communautés juives de Grèce, à part Athènes, mais même Athènes, maintenant actuellement en Grèce, il y a moins que 3500 juifs, dont les 2000 sont à Athènes et à peu près 700 à Salonique. Après, il reste 40 par-ci, 40 par-là. Voilà, si vous voulez me poser des questions, je suis prêt à vous répondre parce que je connais très très bien cette histoire avec les Juifs de Janina et les Juifs de Grèce, avec tout ce qui s'est passé pendant la Shoah. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une question. Alors, attendez, il y a beaucoup de questions. Une question de Julien Chiapon-Lucchesi. Alors, si vous voulez poser une question directement, surtout, n'hésitez pas à le mentionner. Sinon, je lis les questions, mais c'est toujours mieux d'entendre vos voix.
La question, et cela a peut-être été déjà évoqué car j'ai pris la conférence en cours, mais il ne me semble pas que ce soit le cas, sur quelles sont les caractéristiques principales du yévanique, là c'est plutôt une question pour Georges, je pense, le dialecte judéo-grec des romagnotes, voilà, sur la question strictement linguistique. Est-ce que vous pouvez répondre, Georges? Oui, oui, tout à fait. Bon, alors là c'est effectivement un sujet qui m'intéressait normalement, hein, puisque je suis linguiste. Bon, alors il n'y a pas de... Je travaille dans mon labo avec Franck Alvarez-Pereire, Jean Baumgarten, etc. On avait une équipe, ils avaient une équipe sur les langues juives. Et à ce moment-là, ils étaient tous les deux, Franck et Jean Baumgarten étaient au CRFJ de Jérusalem. On faisait des rencontres avec, bien sûr, les collègues qui s'occupent de yiddish, hein, ça c'est la langue juive type, si l'on peut dire, du judéo-espagnol, mais pas le ladino, judéo-espagnol calque, tel qu'il est défini par le regretté Chaim Vidal-Sefira, le judéo-espagnol parlé, le judaismo. Également, il y a une langue iranienne, hein, du Caucase, le Tat, qui est une judéo-langue. Et donc, voir si du côté grec, c'était un peu la question que je proposais à mes collègues pour entrer dans ce groupe. Est-ce qu'il y a, soit dans les textes alors plus anciens, médiévaux, attestés, donc, soit actuellement à Yann-Ena par exemple, hein, je vais me limiter à Yann-Ena, c'est un grec qui, pour moi, enfin, quand on parle grec, c'est un grec banal, c'est un grec avec des traits occidentaux. Hein, c'est pas du tout, si vous voulez, quelque chose qui soit comparable à ce qu'on a avec le yiddish, par exemple, avec le judéo-allemand. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, les grécophones de Épirote, enfin, évidemment, sont en quelque sorte dans une normalité, disons, par rapport au phénomène qui est important, à savoir que l'Épire, de même que de l'autre côté, enfin juste en face, c'est pas très loin, dans les îles Ioniennes, c'est un des lieux de constitution de la langue nationale appelée Vimotiki à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, de la Vimotiki avec des écrivains connus, etc. Je voudrais du reste rappeler que, par exemple, dans Épire, il y a Yann-Ena, Yosef Ilia et d'autres. Il y a au sud, après Vesa, quelqu'un que j'aime beaucoup, un poète important qui est Kariotakis. Et puis, on a comme ça d'autres antérieurs, enfin Cristallis, etc. Bon, c'est un endroit, si vous voulez. Alors, ce qui était intéressant, ce que je voudrais souligner, c'est que dans l'ensemble urbain de Yann-Ena, Yann-Ena est une capitale régionale, si vous voulez, et dans l'Empire ottoman et ensuite dans le Royaume de Grèce et la République, qui est entouré, enfin qui contient des populations qui sont, alors qui parlent des langues des importantes, qui ne sont pas le grec. Il y a des dialectes roumains, hein, des Valaques, de l'albanais, et maintenant ça c'est en plus c'est redevenu une langue importante dans la région, l'albanais, puisque depuis 91, les Albanais descendent comme ça du nord vers le sud, de l'albanais et des traits alors dialectaux du grec. C'est un grec nordique, occidental mais nordique. De ce point de vue-là, les réseaux matrimoniaux ont entretenu une forme de grec qui est en quelque sorte la moins différenciée par rapport au grec national, à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le grec national. Donc il n'y a pas de judéo-grec. Alors il y a des personnes, c'est une judéo-langue, c'est pas uniquement parce qu'on écrit une langue avec des caractères hébraïques, hébréo-araméens, que ça la transforme en judéo-langue.
Alors, il y avait au mémorial, je me souviens très bien dans le temps, dans ma jeunesse, enfin, il y avait une inscription dans la salle, enfin, du petit musée, une inscription, c'était de l'allemand écrit en caractère hébraïque. Alors, quand un jour j'ai vu ça, j'ai dit, mais je comprends le yiddish. Mais ce n'était pas du yiddish littéraire, hein, c'était de l'allemand très simple à comprendre pour quelqu'un qui connaît l'allemand. Donc, je veux dire par là que il n'y a pas de phénomène. Et alors, évidemment, pour nous, c'est important quand on veut faire une certaine histoire de certains types de textes. Il n'y a pas de les. Alors, à Khalkida, c'est encore plus net, si vous voulez. C'est moins, il y a moins de coloration de vernaculaire dialectal qu'en Épire, où il y a quand même quelque chose. Il y a des bon. Khalkida, c'est du grec du sud, hein, c'est du grec. Tout à fait. Enfin, pour moi, c'est du grec banal. Bon, parce que bon, il y a des dialectes en Grèce. C'est comme partout. Hein. D'accord? Alors, une autre question, merci beaucoup Georges pour vous aussi. Il y a une demande de référence que vous remontriez un ouvrage que vous avez montré, publié à New York. Ah oui, alors il y a plusieurs. Je vais montrer rapidement. Attendez, je vais le bouger. Quelque chose qui est un livre qui est un. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de faire des photocopies pour les envoyer, etc. Non, mais je ne suis plus dans un labo, j'ai plus de photocopieuse. Alors, je suis comme un petit artisan. Bon, alors, il y a l'histoire de la langue grecque qui a été publiée en grec en 2001 sous le leadership de notre regretté ami de Tassos Christidis par le Centre pour la langue grecque et l'Université de Salonique. Ensuite, une édition en anglais est sortie en 2007 et ça se présente comme ça. Vous voyez? Alors voilà, ne bougez pas. Hein. Oui, voilà. Donc, c'est tout à fait, c'est un monument qui va de la plus haute antiquité, des plus anciennes attestations, jusqu'à la période proto-byzantine, si vous voulez. Et donc, on a là tout un tas de spécialistes, beaucoup de collègues de France, du reste, qui ont contribué. Moi, je me suis occupé de la Septante, entre autres. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'important. Alors après, il y a une bibliographie de nouveau dans l'article que j'ai fait plusieurs papiers dans ce livre Minorité religieuse de la Grèce contemporaine. Je le remontre. Et là, j'avais fait, entre autres, un article qui s'appelle Les polyglossies religieuses de la Grèce actuelle, où je décris brièvement, entre autres choses, la question des polyglossies religieuses, c'est-à-dire de la façon dont on utilise des langues liturgiques et en particulier la prononciation. Je donne un exemple de la prononciation romagnote. Alors, je peux en donner rapidement, lire le début, ce que ça donne, le début du Kol Nidré. Alors, je précise que donc, ce qui caractérise cette prononciation, c'est donc le zaïn qui est prononcé comme ze, et le fait que les beraf kefaf sont réalisés selon les règles de l'araméen massoritique, c'est-à-dire pas comme des occlusives. Alors, ça commence comme ça. Kol nivre vesare ujvoe venidouye vecharame, kinedarna vedishtabana vedinedena vedicharana vediasavna. Bon, c'est repris ensuite. Enfin, ça commence. Il y a un air. Je ne vous fais pas l'air, mais je l'ai enregistré. Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est une particularité. Il n'y a pas de dialecte particulier, il n'y a pas de choses particulières. OK? Merci beaucoup, Georges. On rappellera les références sur le site internet du mémorial.
Il y a une autre question brièvement, toujours pour vous, Georges, de Esther Salciel. Quel lien y avait-il, vous l'avez un peu évoqué sur le plan linguistique, quel lien y avait-il entre les Romagnotes et les séfarades? Ces communautés restaient-elles distinctes ou se sont-elles mélangées? Alors ça, c'est une question importante. Bon, alors là évidemment, la question, c'est qu'il y a une image qu'on donne, hein, ça c'est classique en anthropologie. L'image, c'est on est différent et c'est pas du tout la même chose. Alors évidemment, c'est du point de vue du point de vue canonique, si vous voulez, du point de vue rabbinique, c'est pas comme ça que fonctionne, mais ces différences ont été réelles jusqu'à la guerre. Si vous voulez, l'extermination, quand ce qui a survécu, on donne le chiffre de 10 000 personnes en 1945, hein, quand tout le monde est revenu, enfin tous ceux qui avaient survécu sont revenus des camps, etc. Ça faisait quand même très peu de monde, et à ce moment-là, il y a eu une reprise démographique, en particulier après la guerre civile, hein, la guerre civile qui a concerné tout le monde en Grèce. Donc de 1946 à 1949-50 en gros. Par la suite, il y a eu une reprise démographique, mais il y a ensuite, alors on le voit très bien dans le livre que j'ai montré, le Pinkas à Kehilot, où il y a la situation démographique, de nouveau, il y a eu des diminutions, alors dues à plusieurs phénomènes. Ça a été étudié dans deux ouvrages qui sont intéressants. Il y a d'une part Joshua Plaut, un rabbin américain, un conservatif, qui a fait plusieurs communautés, en particulier qui a étudié la communauté de Volosh dans les années 80, et il se pose la question, il dit qu'est-ce qui va rester de tout ça? Donc, il y a des émigrations massives, mais il y a surtout ce que je signalais, le problème des mariages, si vous voulez, de la nuptialité. En gros, dans la Grèce d'aujourd'hui, si vous êtes jeune et si vous voulez rester juif, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez, avec une dissymétrie qui est bien connue, c'est-à-dire que des femmes peuvent avoir des enfants juifs, ce qui n'est pas le cas des hommes. Hein, ben, d'accord, théoriquement, hein, c'est comme ça. Donc, dans ce cas-là, l'émigration est quasiment normale. J'avais connu le cas de la fille d'un des présidents qui m'avait reçu de la communauté de Khalkida, Maïsis, et sa fille donc a quitté Khalkida, qui est un endroit très agréable, et elle est venue pour se marier avec un Israélite en France. Elle est venue et elle a vécu à Dijon avec un juif français. C'est un exemple, si vous voulez, mais c'est des exemples concrets qui sont parlants. Alors, la différence, évidemment, dans un cas comme ça, vous avez un certain nombre de différences, par exemple les différences culinaires. Bon, normalement, tout le monde applique les lois de la cacheroute, mais elles ne sont pas exactement les mêmes. Enfin bon, les combinaisons, on connaît ça hein, en France. Si vous allez chez les Marocains, enfin, c'est pas la même chose que chez les Ashkénazes alsaciens, etc. Hein, faut voir. Les Marocains, ils font pas de choucroute, ils savent pas ce que c'est. Donc, ces questions à ce moment-là, ça peut être soit surestimé, soit mis en avant, soit sous-estimé. Et là, ça pose un véritable problème d'extinction. C'est-à-dire à partir de quel moment une communauté peut continuer de fonctionner. Une communauté, c'est avant tout quelque chose, c'est un minyan, il faut un minyan, sinon, bon, voilà, je ne sais pas si je réponds. Enfin, c'est un tableau qui a dû arriver, enfin, qui est assez typique. Cela dit, il y a une émigration massive dès les années 30
du territoire grec et de la Turquie kémaliste, hein, là où il y avait il y a une émigration qui est due à des phénomènes de développement, de très forts hostilité entre les différents groupes quand on a installé les réfugiés d'Asie mineure, par exemple à Salonique. Ça s'est pas passé ça s'est pas passé de façon très harmonieuse, hein, au contraire. Et donc, à ce moment-là, on a récupéré, par exemple en France, pour des raisons qui s'expliquent, par l'influence par la connaissance de la langue française, on a récupéré beaucoup de gens de Salonique. Hein. Il y a des célébrités actuelles, Patrick Modiano, etc. Enfin, c'était typique. C'est typiquement salonicien comme nom. Lui, il n'est pas né à Salonique, mais bon. Voilà. Bien, merci beaucoup, Georges, parce que le temps va commencer à nous manquer. Je vais rassembler deux questions. Une question pour Michel Volkovitch. Une personne souhaiterait savoir comment se procurer l'ouvrage La fin de notre petite ville. Vous mentionniez qu'il était épuisé, donc ça c'est un élément. Et ensuite, il y a une question également sur le théâtre. Pouvez-vous parler de la pièce, de l'écriture, de son interprétation, de la mise en scène, du dispositif scénique, des sculptures? C'est vrai qu'on n'a pas évoqué. Et moi, j'ajoute une question dans cette question dont on a parlé plusieurs fois ensemble. Aujourd'hui, dans le contexte général de la disparition des derniers témoins, vous, Irène et Fotini, comment vous positionnez par rapport à la question de la réponse que vous pourriez apporter dans ce contexte-là? Est-ce que le dispositif théâtral, l'écriture et le dispositif théâtral de son incarnation peuvent d'une certaine manière répondre ou en tout cas proposer une réponse sur cette grande question de la transmission de la mémoire et de l'histoire de la Shoah à l'aune de la disparition de la voix des derniers témoins? On va peut-être commencer par la dernière question. Oui, c'est vrai que c'est au fondement en fait du travail qu'on a fait. Moi, j'ai fait le pari que le théâtre, justement parce que c'est un art modeste et artisanal, peut avoir un rôle à jouer en fait, juste pour transmettre une parole, pour transmettre un témoignage. On sait bien que très souvent, le cinéma peut avoir un rapport problématique à la mémoire de la Shoah parce que le cinéma résiste rarement à la tentation de représenter, de reconstituer, de refaire. Et alors que le théâtre, au contraire, lui, il peut tout à fait avoir lieu avec rien sur scène et seulement une, une présence humaine qui est là pour faire passer des paroles, en vérité. C'est sûr que un spectacle de ce genre, on n'aurait pas pu le faire sans avoir vu Shoah, par exemple, de Claude Lanzmann, qui a été tellement important pour notre génération, je crois, où Lanzmann avait choisi justement de montrer essentiellement des témoins qui portent une parole. Et en fait, je pense qu'on a essayé de faire ça. Tout à l'heure, je le disais, ce qui nous a beaucoup frappé avec Fotini, en lisant les récits des rares survivants, c'est à quel point des gens, au moment même du meurtre de masse, même à Auschwitz-Birkenau, ont déployé une énergie extraordinaire pour témoigner. Ils savaient que sûrement ils allaient être tués. Ils savaient très bien aussi que la machine nazie allait essayer d'effacer toutes les traces, allait essayer de faire disparaître complètement les traces du meurtre. Et donc, il y a eu des tentatives comme les photographies d'Alberto Herrera, mais il y a eu aussi, par exemple, pour témoigner, il y a eu aussi l'utilisation des chansons, dont peut parler Fotini.
il y a eu ces tentatives désespérées d'enterrer dans le sol de Birkenau des témoignages en espérant qu'ils seraient trouvés un jour. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas mentionnée. Parmi ces manuscrits de Birkenau, dont on connaît en France ceux qui ont été traduits du yiddish, la lettre qui a été trouvée en français aussi, a été trouvé plus tardivement un texte en grec, le texte de Marcel Nadjari, qui a été trouvé plus tard que les autres, je crois dans les années 80, et qui est resté longtemps illisible parce qu'il était rongé par l'humidité. Et donc, c'est très récemment que des chercheurs russes, de façon improbable, en mettant les photos du manuscrit et en les retravaillant avec Photoshop et des logiciels de traitement d'images, sont arrivés à faire réapparaître le texte de Marcel Nadjari, qui avait été enterré dans le sol de Birkenau début novembre 1944. Et donc, ce texte a fini par paraître en grec seulement il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et alors, quand on voit ça, c'est-à-dire que quand on prend conscience de l'ingéniosité et vraiment de l'héroïsme qui a pu être déployé à ce moment-là, uniquement pour que ces témoignages restent, pour que des traces restent, alors que ce qui était prévu, c'était l'effacement total. Je pense en fait, on n'a pas tellement d'autres choses à faire que d'être un peu les dépositaires de ces témoins, les dépositaires de ces paroles, et d'essayer de les faire passer sur scène. C'est pour ça que, pour répondre à la question sur le spectacle, en fait, le spectacle, il essaye d'être le plus simple possible. Je pense que c'est ça qu'on a essayé de faire. Enfin, Fotini? Mais moi, je suis sur scène seule, pas exactement seule, avec un statut. Et moi, je me sens comme si j'étais aussi un témoin, en fait. Parce que je prends toutes ces images et toutes ces paroles. Et au début, la première partie, c'est Dimitris Hadjis. En fait, il était grec chrétien, d'une façon. Et alors, c'est un témoignage d'un non-juif. Et après, la deuxième partie, il y a beaucoup de témoignages, surtout plutôt des juifs. Et moi, je me sens comme si je suis un témoin aussi. Et je me souviens toujours l'expérience que j'ai faite chez Stella Cohen, parce que là, la parole pouvait me mettre dans la vie de Stella Cohen. Et je crois que c'est pareil au théâtre, sur scène, avec les spectateurs. Je crois que ça serait bien si les spectateurs puissent venir dans la vie. Et c'est ça la force du théâtre, en fait, l'expérience. Sinon, j'ai la même difficulté de parler sur scène. Je crois, pas la même difficulté, mais je me sens la difficulté de parler de cette histoire-là. Je peux dire qu'il y a une chose que j'ai beaucoup aimé cette histoire. En fait, c'est l'usage de la musique et des chansons dans la vie, parce que les Juifs grecs, comme tous les Grecs, ils chantaient beaucoup. Ils chantaient en grec, et même les Romagnotes de Giannina, ils chantaient des chansons grecques différentes, mais il avait aussi des chants juifs, romagnotes. Ils sont très rares. Il y a très, très peu de gens qui les connaissent en Grèce. Par exemple, c'est la chanson pour la fête du Purim qui parle pour Esther. Et on la chante dans la représentation. Et aussi, il y avait des chansons qui, les Juifs grecs à Auschwitz-Birkenau ont utilisé, des chansons grecques plutôt, et en changeant les paroles pour qu'ils puissent communiquer avec les autres Juifs grecs. Et ça, c'est une information très, très intéressante. Et les Allemands, ils comprenaient, OK, les Juifs grecs, ils ne comprenaient pas du tout allemand, mais aussi les Allemands, ils ne comprenaient pas du tout grec. Alors, ils croyaient que peut-être ces Juifs, ils sont un peu bizarres, ils chantent là.
mais en fait, c'était une façon de donner une information. Et il y a une scène pareille au spectacle. Et moi, j'aimerais finir avec un petit morceau d'une chante romagnotte pour un peu être plus optimiste que quelque chose reste. Par exemple, c'est la chanson Kinarlosa. Et ça va comme ça. Kinarlosa να μιλήσεις τα μάσματα, να ομολογήσεις κοιμημένους να ξυπνήσεις, με κρασί να τους μεθύσεις. Η Εστέρη τιμημένη και η Μόσχα να τρεμένη, 3 ημέρες νηστημένη, να 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 να. Ορφανός μίλης μονάτε και μεράδια προβοδάτε, πλούσιους και φτώχους καλνάτε, όλοι το Θεό πενάτε. Alors, il y a beaucoup de strophes, il y a beaucoup de strophes. Oui, oui, ça me rappelle une chose. Merci beaucoup, Fotini. Il y a juste une chose dont on n'a pas du tout parlé, ce sont vous l'avez évoqué plusieurs fois, Fotini, que vous n'étiez pas seul en scène, en fait, parce qu'il y a donc ces sculptures. On dirait un petit mot du travail de Clio Macris. Oui, alors en fait, c'est pas toujours moi qui parle, c'est les statues qui parlent. En fait, moi, je suis comme une voix sur scène, je suis pas quelqu'un exactement, mais c'est un statut de création de Clio Macris, qui sont très, très, très vivants. Moi, je les aime beaucoup, c'est comme mes amis et ma famille, et il prend les rôles des juifs romagnotes grecs, mais des juifs aussi, des fois pas romagnotes, dans notre histoire. Ils sont très, très, très vivants. Et en fait, je crois que c'est quelque chose dans le spectacle qui est très, très impressionnant. Et Irène? Ce qui est émouvant, c'est qu'elle est liée en fait à l'auteur aussi, c'est par son histoire familiale. Oui, parce que les parents de Clio Macris, qui était, son père était un grand sculpteur, Mimos Macris, et sa mère, elle aussi était artiste, plasticienne, et ils étaient en exil à Budapest, et c'était les meilleurs amis de Dimitris Radzis, en fait. Donc pour Clio, Radzis, c'était comme une sorte de tonton ou de parrain. C'était quelqu'un qu'elle a vu toute son enfance. Et je crois que ce qu'elle cherche à faire, parce qu'elle essaye de trouver un ton qui est un peu celui de Radzis dans les livres, c'est-à-dire cette espèce de ton où on parle de choses vraiment terribles, mais avec un regard qui n'est pas sans humour et qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas monolithique, qui épouse toujours les contradictions et les faits du réel. Voilà. C'est une chose qu'on trouve aussi, d'ailleurs, c'est très étonnant, mais dans le texte de Marcel Nadjari, dont je parlais tout à l'heure, ce texte grec qui a été trouvé à Birkenau, il y a une chose qui est un peu incroyable, c'est l'humour qu'il arrive à avoir en racontant des choses insoutenables. Mais voilà, Marcel Nadjari, sans doute parce que son texte est adressé à quelqu'un, il est adressé à un de ses amis d'enfance. Il arrive à créer une sorte d'intimité avec le lecteur, un ton très très proche comme ça. Et c'est très bouleversant à lire, vraiment. J'espère que le texte sera traduit en français très vite. Très bien. J'ai juste, alors, en écho, Georges, à ce que vous disiez tout à l'heure,
Odette Varon-Vassar, qui prenait part à la rencontre tout à l'heure à 14h, souhaitez-vous faire un petit jeu de réponse avec vous au sujet de la langue? Donc, la différence entre romagnote et séfarade a duré aussi après la guerre, car elle avait à voir beaucoup avec les langues. Les séfarades parlaient toujours le judéo-espagnol jusqu'à la fin de leur vie, et ils étaient aussi très francophones. Voilà, c'est un peu ce que vous disiez aussi, mais je vous fais part. Oui, elle connaît les choses, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Je crois qu'il y a une personne qui souhaitait prendre la parole. Charles, si vous voulez dire un petit mot, je ne sais pas quelle était la question. Merci bien de me donner la parole. Kalispera Fotini. Bonsoir, messieurs, dames. Bon, toute ma famille a sombré dans la noyade de la communauté juive de Janina. Et donc, c'était une petite histoire. Enfin, il faut comprendre que Janina était une petite ville, si vous voulez. En 1934, lorsque ma mère s'est mariée, elle n'était pas reliée à la capitale et il a fallu, pour qu'elle rejoigne Athènes, Janina, elle a pris le bateau, si vous voulez. Donc, c'était une petite ville toute isolée, la communauté était toute petite. Et donc, je n'ai pas très bien compris au début pourquoi vous étiez intéressé à cette petite ville. Il y a eu 1800 morts, si vous voulez, sur les 6 millions. Qu'est-ce que cela représentait? Bon, vous nous avez expliqué, donc cette première question, vous y avez un peu répondu et je vous en remercie. Je vous remercie aussi d'honorer cette communauté où mes grands-parents ont sombré, mes oncles et mes tantes, mes cousins et mes cousines, près de 180 victimes sur les 1800 qui ont disparu à peu près. Je voulais aussi attirer votre attention, vous avez parlé d'Alex, les photos d'Alex de Larissa, qui a été arrêté comme résistant. Il n'a pas été arrêté en tant que juif. Et il a pris donc, avec un petit minox, je crois, il a pris donc les photos. Mais la révolte du Sonderkommando, qui a eu lieu donc à la fin de l'année 44, a été menée par un enfant de Janina, un officier de l'armée grecque, qui était donc, une semaine après le meurtre d'Alex. Donc, le Sonderkommando s'est révolté, une partie du Sonderkommando s'est révoltée, et la révolte a eu lieu à la tête, à la tête de la révolte, c'était donc un enfant de Janina, ce dont je voulais témoigner. Concernant des propos que je n'ai pas très bien compris, j'étais sur la même ligne que Drétas, sur le fait qu'il y avait deux lignes politiques qui s'affrontaient. Est-ce qu'il fallait collaborer, entre guillemets, acheter, corrompre les nazis d'une part, ou prendre position et au moins sauver la jeunesse. Et donc, effectivement, la première ligne donc, de corrompre s'appuyait sur une expérience multiséculaire où les communautés juives ont eu souvent l'occasion, pour s'en sortir, d'acheter le pouvoir local, et une position plus moderniste qui était au moins d'évacuer les jeunes. Et ce que j'ai appris, il y a eu une conférence sur le même thème, sur la disparition de Janina, organisée par une association de voyage qui est sur des thèmes juifs, Valesquet, et où j'étais intervenu, et un historien grec m'a fait remarquer qu'en fait, les Allemands avaient promis aux dirigeants de la communauté juive de ne pas les persécuter si les jeunes revenaient. Donc il y a eu un mensonge, ils ont demandé que les jeunes reviennent, et la suite, vous la connaissez. Donc ça, c'était ce point-là. Voilà ce que je voulais dire, et je vous remercie encore d'avoir fait cette pièce de théâtre sur une petite ville complètement isolée du nord-ouest de la Grèce, qui avait une liturgie spécifique que l'on peut rapprocher de la communauté juive de Djerba et des juifs yéménites. C'est une longue tradition de l'Ancien Testament de Jérusalem par opposition à l'Ancien Testament de Babylone. Une communauté extrêmement pieuse, et c'est ça qui l'a un peu perdue, parce qu'elle n'a pas eu de dirigeants politiques à la hauteur de la situation historique. Merci. Oui, si je peux rajouter rapidement, enfin, c'était un peu le... Georges, justement, si vous alliez prendre la parole, je voudrais rassembler deux petites questions pour vous. Ah oui, non, alors je vous laisse. D'accord, je retire. On va après manquer un peu. D'accord. Alors, j'ai une question de Catherine Adjopoulou. Elle demande des précisions concernant ce que vous avez nommé la langue grecque orientale nordique. Voilà. Et l'autre question de Spiro Ampelas, qui a parlé tout à l'heure, quelle était la langue liturgique des Romagnotes? Alors, oui, c'est pour... Je ne vais pas rentrer dans
les détails de la dialectologie grecque. En gros, si vous voulez, l'épire fait partie dialectalement. Aujourd'hui encore, ça s'entend dans on reconnaît tout de suite la prononciation. Hein. C'est un dialecte nordique, c'est-à-dire un dialecte où les voyelles atones ont tendance soit à disparaître, soit à être ultra brèves. Ça va comme ça commence à 100 km au nord d'Athènes, au milieu de la Thessalie, et ça va jusqu'en Macédoine, dans les zones grecophones, bien sûr. Donc, de ce point de vue-là, le grec vernaculaire, si vous voulez, épirote, que ce soit Arta, Preveza, etc., la région épirote, quand c'est du grec, c'est un dialecte nordique, occidental, parce qu'on est évidemment, la Grèce, il y a un Occident et un Orient, et je veux dire, là, on se repère comme ça. Occidental, c'est la partie occidentale, c'est en face des îles Ioniennes, etc. Ce qui est intéressant, c'est on repère, enfin j'avais repéré des caractéristiques pour ce qu'on attribue, ce que certains grécophones attribuent aux Juifs de Yannena, donc grécophones aussi, une particularité de prononciation. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que là, ça devient compliqué. Et cette particularité de prononciation, la non-application, si vous voulez, par exemple, de la règle de l'intensité des voyelles toniques par rapport aux autres, c'est dû au fait que, comme l'a expliqué dans son texte ou dans d'autres papiers Marie-Elisabeth Handman, qui a beaucoup travaillé sur la parenté et sur les parentèles, le fait qu'il y avait un réseau pour le marché matrimonial a été organisé avec un réseau matrimonial qui comprenait les îles Ioniennes et en particulier l'île de Corfou qui est située juste en face de l'Épire. Et donc à ce moment-là, on a quelque chose qu'on a souvent en sociolinguistique, une influence de cette rencontre dialectale. Mais je me souviens que le Chazan, par exemple, Samuel Cohen, quand il parlait, il avait un grec très... C'était quelqu'un d'instruit. Il avait quand même une nuance d'accent. C'est un accent que moi, personnellement, quand je parle grec, je ne l'ai pas. Bon, mais c'est au niveau, si vous voulez, de petites nuances phonologiques. Alors maintenant, les langues liturgiques ont toujours été les langues liturgiques du judaïsme depuis enfin là, c'est notre collègue Nicolas Delange, entre autres, qui a beaucoup travaillé là-dessus, dans ce domaine. C'est l'hébreu, il y a de l'araméen dans la liturgie juive, donc une prière qui revient tout le temps, qui est le Kaddish, c'est un texte araméen, un petit texte, mais araméen, donc de l'hébreu, de l'araméen. Et pour certains textes, ça j'en ai été témoin encore à Khalkila, par exemple à Kippour ou Rosh Hashanah, certains textes qui sont dits d'abord en hébreu ou en araméen. Pour Kippour, il y a des textes en araméen et ensuite répétés en grec. C'est présenté comme une particularité des romagnotes, si vous voulez, d'utiliser de temps en temps un texte religieux en grec. Alors, c'est un grec particulier, là encore, ce n'est pas du vernaculaire. Très bien. Merci beaucoup, Georges. Alors, on va bientôt devoir conclure et il y a une personne qui souhaiterait prendre la parole. Henri Cohen, je ne sais pas si je prononce bien. Et je redis qu'à nouveau, on nous signale qu'il y a beaucoup de questions parce que beaucoup souhaitent lire en fait la fin de notre petite ville. Donc, c'est un appel aux éditeurs pour la réédition de l'ouvrage. Michel, je ne sais pas si vous pouvez, vous, en tant que traducteur, justement, faire savoir aux éditeurs qu'effectivement, beaucoup souhaiteraient lire l'œuvre. Voilà. Donc, il faut s'adresser aux éditions de l'Aube.
Il faut une pétition énergique. Je crois que ce sera dur. En ligne, qu'on leur fera parvenir. Voilà, mobilisons-nous pour la réédition de la fin de notre petite... Oui, c'est un scandale que ce livre ne soit pas disponible en français, franchement. Henri Cohen, vous pouvez, ou Cohen, je ne sais pas comment le prononcer correctement, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. On vous écoute. C'est ouvert. Voilà, on vous entend très bien. Non, mon micro est ouvert. Non, je suis très, très ému et intéressé par tout ce qui s'est passé depuis 2 heures. Et je réagis à la présence de Madame Catherine Adjopoulos, car je suis Adjopoulos par ma maman. Mes parents sont nés à Ioannina et nous avons établi une relation avec Ioannina depuis une vingtaine d'années. Et tout ce qui concerne Ioannina me touche énormément. Voilà. Ceci dit, je suis aussi intéressé par le livre dont on vient de parler à l'instant, La fin de notre ville. Et je recommande le livre de, comment s'appelle-t-elle, Raed Alven, que je possède, qui est tout à fait intéressant et très, très riche. Je vous remercie pour tout. Merci. Très bien. Nous avons Monsieur Spiro Ampelas qui a intervenu tout à l'heure et qui souhaitait à nouveau prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Non, très brièvement, j'avais lu Radzis en grec et je ne savais pas que M. Volkovitch l'avait traduit. Donc, à l'annonce de votre réunion, je l'ai commandé sur Amazon et je l'ai trouvé il y a quelques jours sur Amazon. Je n'osais pas prononcer ce mot oni. Voilà. Oui, mais j'habite en Grèce, loin de toute librairie francophone, donc c'est quand même bien pratique. Et Lexicopoly, on ne l'avait pas. Hein. Oui, bien sûr. Mais vous êtes pardonné. Simplement préciser ça. Bon, je ne sais pas combien d'exemplaires il leur restait. J'en ai eu un. Enfin, un, il n'est pas encore arrivé, mais alors, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me l'adresser en Grèce. J'ai dû donner l'adresse d'un ami en France. Ça, je ne sais pas pourquoi ce livre-là ne pouvait pas m'être adressé en Grèce. Je n'ai pas compris. On demandera néanmoins la réédition de l'ouvrage. Merci pour votre contribution. Est-ce que je crois qu'une personne souhaitait intervenir à nouveau? Elisabeth Marie, je ne suis pas certaine que ce soit ça. Non. Elisabeth Marie, vous souhaitiez dire un petit mot? Non, non, j'ai juste dit que ce serait peut-être intéressant de le proposer à Dominique Dolmieux à l'espace d'un instant, parce qu'il ne publie pas que du théâtre. Hein. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci pour cette suggestion. Peut-être, Michel, on va chacun dire un petit mot de conclusion. Écoutez, je préfère laisser la parole à mon bien-aimé Yorgos Ioannou avec un nouveau petit poème. Les tournesols des Juifs. Quand notre escalier grince, à chaque fois, je me redis, si c'était eux qui rentrent enfin, puis je pars et pendant des heures, je peins des tournesols tout en jaune. Mais demain, oubliant tout le reste, je guetterai dans la salle d'attente le train de Cracovie. Et tard dans la nuit, quand peut-être ils descendront, blêmes, les dents serrées, vous auriez pu au moins m'écrire, dirais-je, l'air indifférent. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous les quatre. Et je veux juste rappeler donc, à tous les représentations qui sont donc reprogrammées au mois de mars de C'était un samedi, du 23 au 27 mars prochain.
au théâtre de la commune Aubervilliers, et nous avons tous hâte effectivement de voir ce très beau travail que vous nous proposez, Irène et Fontini. Merci infiniment à tous les quatre et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous, le public qui est très présent aujourd'hui aussi. Et voilà, merci. À très vite. Au revoir.